Potvin, à vous, quelles sont, sur la base de votre expérience et des données de la recherche, les conditions d'un travail intersectoriel? Merci beaucoup Didier. Merci de l'invitation. Je prends pour acquis que tout le monde voit mon écran sur lequel il y a la page titre de cette présentation. Absolument, tout à Merci. fait. Donc, je vais juste indiquer que tout ce que je vais dire aujourd'hui non seulement sera retenu contre moi, mais va aussi impliquer mon équipe. Et mon équipe qui comprend, entre autres, une collègue sociologue, Angèle Bilodeau, avec laquelle on a développé tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui et les terrains sur lesquels on s'est fortement appuyé pour développer l'outillage conceptuel et méthodologique dont je vais vous parler a été fait en collaboration avec l'initiative montréalaise, c'est-à-dire l'ensemble des tables de quartier qui sont financées à Montréal par la Ville de Montréal, la Direction de la santé publique de Montréal et Centraide du Grand Montréal, qui est un organisme charitable. Donc, on parle déjà là d'intersectorialité pour financer cette initiative-là et on parle aussi d'intersectorialité au plan local, là où c'est attardé nos recherches. Euh, évidemment, la première... Bon, là j'ai un petit problème de diap. La première chose à faire, on va essayer de définir ce qu'est l'intersectorialité. Donc, habituellement, on parle d'intersectorialité comme étant les collaborations entre secteurs de l'action publique euh, et les secteurs de l'action publique sont souvent sur un plan administratif, les divers ministères. Donc, lorsque le ministère de l'Éducation, par exemple, parle avec le ministère de la Santé ou le ministère de l'Agriculture, on parle d'action intersectorielle. Mais par extension aussi, on parle aussi d'intersectorialité lorsqu'on inclut d'autres acteurs que l'acteur institutionnel. Et dans ce cas-ci, souvent, c'est l'acteur associatif que l'on implique. On peut aussi impliquer les acteurs du privé. C'est souvent beaucoup plus difficile d'aligner des missions des associations avec les missions du privé, mais souvent aussi du monde philanthropique. Il faut aussi dire que ces actions-là se déploient de façon horizontale à divers paliers de la gouvernance. Il y a des actions intersectorielles locales, il y en a au niveau régional, il y en a au niveau national et il y en a aussi au niveau mondial. Et on va souvent parler au niveau mondial de diplomatie sanitaire. Mais effectivement, c'est pas parce que on met des gens ensemble autour de la même table que les collaborations s'élaborent. On parle généralement de 4 niveaux de collaboration et ces niveaux-là, finalement, vont vers une plus grande autonomie des acteurs à un bas niveau de collaboration vers une interdépendance, donc où les actions intersectorielles font en sorte que les acteurs, indépendamment des uns des autres, perdent leur identité dans l'action. Et ça, c'est l'enjeu important de l'action intersectorielle. Jusqu'à quel point est-on prêt à participer à un collectif, donc à perdre son autonomie pour intégrer ses actions à celles du collectif. Donc, on parle souvent le niveau zéro de ce que j'appellerais la collaboration intersectorielle, c'est l'échange d'informations ou de références dans les personnes. C'est malheureusement, lorsqu'on fait le tour de la littérature, le niveau auquel l'action intersectorielle se résume le plus souvent. On va parler de coopération lorsqu'on implique un travail conjoint pour apporter des ajustements mutuels à ces actions.
Donc, j'ajuste un petit peu mon action. Je ne serai pas sur le terrain en même temps que mon partenaire pour faire en sorte qu'on puisse maximiser la participation dans chacune de nos activités. On parle à ce moment-ci de coopération. On va parler de coordination lorsque on essaie d'optimiser les ressources pour mieux accomplir chacun ses buts propres. Et finalement, on va parler d'intégration lorsque on a un objectif commun, un objectif partagé, que l'on partage des ressources et que l'on organise l'action en fonction de l'objectif partagé plutôt que des objectifs propres à chacun des partenaires. Lorsqu'on parle d'action intersectorielle, euh, on parle donc souvent de gouvernance horizontale. Donc, effectivement, je suis peu intéressée à me fondre dans un collectif si je perds complètement mon autonomie et que je suis sous les ordres d'une hiérarchie de laquelle je ne prends pas part. Donc, souvent, ces gouvernances intersectorielles sont plutôt horizontales et elles opèrent en fait des processus. Et pour nous, dans nos études, on en a identifié 3 processus qui sont opérés et qui fonctionnent un petit peu en parallèle. Donc, les réseaux intersectoriels qui fonctionnent de façon plutôt horizontale, donc avec une gouvernance participative, euh, font 3 choses. Okay, fondamentalement. La première, c'est se constituer et se maintenir. C'est répondre à des questions du genre quels sont les acteurs doit-on avoir autour de la table pour réaliser les objectifs? Est-ce que l'on a les bons acteurs? Est-ce que ces objectifs-là sont bien partagés par tous? Donc, se constituer et se maintenir, tout ce qui s'appelle l'autorégulation des réseaux, est une part importante des activités de ce réseau-là. C'est pour ça que souvent, effectivement, l'action intersectorielle est jugée inefficiente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, de régulation des réseaux qui doit être fait pour que l'action concrètement aboutissent dans des résultats. Un deuxième processus ou une deuxième sphère d'activité des réseaux intersectoriels, c'est se représenter et influencer. Ils produisent beaucoup, ces réseaux-là, des mémoires, des rapports, des façons de rallier les autres acteurs à leur vision. Si effectivement on se met ensemble et que l'on prend le temps de faire en sorte qu'on va discuter d'un objectif partagé, c'est que cet objectif-là, il est valorisé et jugé inatteignable par nos propres moyens. Hein? C'est Warren Buffett, le milliardaire américain, qui disait, si vous voulez aller vite, allez-y tout seul, mais si vous voulez aller loin, allez-y collectivement. Donc, se représenter et influencer, c'est une des grandes sphères d'action des projets intersectoriels. Finalement, pour que l'action aboutisse, ces représentations et ces influences-là visent essentiellement à faire converger des acteurs et des ressources pour produire les résultats attendus. Nos études ont montré 6 conditions d'efficacité de l'action en partenariat. La première, c'est l'inclusion et la diversité des points de vue sur la situation. En fait, euh, la richesse la richesse de l'action et l'influence qui pourra être faite de l'action et la capacité d'atteindre ses buts vient de la
possibilité à toutes les parties prenantes à la situation de pouvoir exprimer son point de vue. Dans le domaine de la santé, on va parler du patient partenaire. De plus en plus, dans le monde de l'éducation, on implique les parents, on implique les autres partenaires communautaires. Donc, peu importe la question qui est d'actualité, ce qu'il faut poser comme condition, c'est a-t-on les bons partenaires autour de la table et tous les partenaires pertinents sont-ils représentés? La deuxième condition, c'est la participation précoce des partenaires dans les choix stratégiques. Il est toujours plus facile d'inclure un partenaire très tôt dans la définition du problème, dans ce qui va être l'objectif poursuivi, que de rallier des gens à des objectifs déjà bien établis. Plus on inclut les partenaires pertinents tôt dans le processus, bien sûr, plus ce sera long avant d'arriver à une vision, à une vision partagée de ce qui doit être fait, mais plus on engage ces partenaires-là dans un processus collaboratif. Évidemment, une troisième condition, c'est l'engagement des acteurs dans un rôle de négociation et d'influence sur la décision. Évidemment, ce qu'on appelle en anglais là, token participation, ben, ça fait en sorte effectivement qu'à un moment donné, les gens se désaffilient, se démobilisent. Donc, plus les gens sont impliqués dans les décisions stratégiques et pas juste dans les décisions névralgiques, donc d'amener les gens à définir les visions, à définir ce qui doit être fait et pas juste dans le comment ça doit être fait. Évidemment, c'est une condition de succès de l'action intersectorielle. La cinquième condition, elle est un petit peu plus problématique, c'est égaliser les rapports de pouvoir. Donc, quand on parlait tout à l'heure de maintenir et de faire fonctionner les réseaux, bien évidemment, si on veut, par exemple, avoir la parole citoyenne dans un réseau d'acteurs intersectoriels, il faut souvent instrumentaliser ou instrumenter, mieux équiper les citoyens pour interagir dans ces réseaux-là. Il y a des différentiels de pouvoir dans la société. Les gens n'ont pas tous accès aux mêmes ressources et les acteurs puissants ont tendance effectivement à instrumentaliser l'action intersectorielle pour faire valoir en priorité leurs propres objectifs, ce qui est complètement contre-productif du point de vue de l'action intersectorielle. Et finalement, cette idée de co-construction, cette idée de tout le monde met la main à la pâte dans la mesure de ses moyens, c'est une autre condition d'efficacité de l'action en partenariat. Nous, on s'inscrit un petit peu en faux contre les gens qui disent ben, il faut d'abord établir la confiance. La confiance, pour nous, ce n'est pas une condition préalable, c'est un résultat. Et bien sûr, plus une coalition intersectorielle connaît des succès et plus effectivement les membres deviennent intégrés, plus les processus sont fluides et évidemment, plus la confiance s'établit. Donc, cette idée-là, c'est pas parce qu'on met des gens ensemble qu'ils vont coopérer. Ils vont coopérer dans la mesure où la vision, elle est partagée et où ils ont la certitude de participer à une vision commune qui sert aussi leurs intérêts propres.
Nous avons, autour de ce projet-là, développé divers outils que je veux vous présenter. Deux outils disponibles en ligne pour votre usage. Le premier, c'est les collaborations intersectorielles et l'action en partenariat. Comment ça marche? C'est effectivement un condensé de ce que nos recherches nous ont indiqué en termes de fonctionnement de ces arrangements d'acteurs. C'est disponible en ligne et c'est gratuit. On a aussi développé un outil diagnostic de l'action en partenariat. Donc, on a essayé d'opérationnaliser les indications que je viens de donner dans des indicateurs, il y en a 10, pour faire en sorte que les acteurs dans une coalition intersectorielle puissent monitorer, évaluer la qualité de leur processus de régulation de leur action. Enfin, un autre outil qui est complètement en ligne, c'est l'outil d'appréciation des effets de l'action intersectorielle. On a développé effectivement sur la base des 3 processus que je vous ai brièvement présentés, un outillage théorique et méthodologique qui permet aux coalitions intersectorielles de monitorer leur action et le développement de l'action vers des transformations effectives des milieux de vie. Cet outil-là, il comprend 3 modules. Un premier module qui est un module théorique qui explique un peu les concepts avec lesquels on travaille et on espère que les acteurs pourront travailler. Un deuxième module qui est un guide d'animation pour des ateliers pour faire en sorte de co-construire cette réflexion-là sur l'action. Et un troisième module qui est une série de grilles et de matrices dans lequel rentrer des données d'observation pour pouvoir effectivement monitorer son action. Donc, je vous souhaite bonne chance et puis je vous invite effectivement à venir visiter nos sites et regarder nos outils, les utiliser, les adapter, en faire finalement, les faire fructifier et les faire évoluer dans votre projet intersectoriel. Merci beaucoup.